Donc pour l'instant, il y a 39 personnes qui sont connectées en tant que participants. Et donc de notre côté, nous sommes 6 conférenciers. Ok. Eh ben, on va commencer. Ok, donc bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Suzy Guichard, salariée de la Confédération Paysanne. Et donc on va commencer ce webinaire sur le soin aux plantes par les plantes. Peut-être en toute petite introduction, je replace ce webinaire dans son contexte. Donc je vais partager mon écran. Tac. Hop là. Voilà, donc il est organisé dans le cadre de la, on va dire, reconception du salon La Terre est notre métier qui était prévu en septembre et donc qui a été transformé en ce mois de webinaire sur les enjeux de l'agriculture biologique et donc en particulier par Agrobio 35 et la FRA Bretagne et la FNAB que nous remercions du coup d'avoir intégré, pour avoir intégré cette conférence dans son cycle. Donc juste très rapidement, un cycle de webinaires et un salon qui sont supportés par toute une série de partenaires et que vous pouvez retrouver sur le site internet Salon Bio. Jusqu'au 16 décembre, vous avez toute une série d'autres conférences qui sont prévues et auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc voilà pour le contexte. Je vais juste vous donner du coup très rapidement plutôt les aspects techniques pour cette heure et demie qui nous attend ensemble. Donc vous dire que donc, vous n'avez pas la parole, vous avez la possibilité, ceci étant dit, de poser toutes les questions que vous souhaitez, soit par le chat, soit par la petite option questions et réponses que vous voyez en bas de votre écran et qui permet de poser les questions que vous souhaitez de manière non publique. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de répondre dans la mesure du possible au maximum aux questions au fur et à mesure. Et puis on aura aussi plutôt à la fin un temps aussi d'échange du mieux possible sur la fin du webinaire. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux. Hein. C'est un peu une première pour nous, aussi bien pour moi pour l'animation que pour les intervenants que je vais vous présenter rapidement. Et puis, on se laisse malgré tout la possibilité, si on n'arrive pas à répondre à tout pendant cette heure et demie, de vous transmettre par la suite des éléments complémentaires par mail si vous le souhaitez. Voilà, donc juste pour vous dire un petit peu ce dont on va parler, donc on aura un premier temps d'intervention donc par Jean Sabinck qui se présentera et qui va faire un retour sur la réglementation relative aux préparations naturelles peu préoccupantes. Donc essayer de reprendre de la manière la plus synthétique possible où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, dans quelle catégorie elle se range, etc. etc. Moi, je ferai un tout petit retour sur les travaux qu'on mène sur le sujet avec toute une série de partenaires. On a un ou deux outils qui permettront de faire la transition, c'est-à-dire une ou deux petites vidéos qui se passent sur des fermes de témoignages d'utilisateurs et d'utilisatrices de PNPP. Ça permettra de revenir à ce qu'on a plus l'habitude de faire, c'est-à-dire ce genre d'intervention plutôt sur des exploitations agricoles. Et puis après, Jean-François Lipout, président de l'ASPRO PNPP, se présentera, ainsi que Pierre-Yves Marais, utilisateur de PNPP en Ardèche. Et puis, on pourra ouvrir un cycle d'échange sur les aspects techniques, pratiques, en espérant qu'ils pourront mieux répondre à vos questions. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre tout de suite partager mon écran, pardon, avec la présentation qu'on prévoit de vous présenter. Et on va tout de suite commencer, du coup, avec Jean, à qui je vais laisser la parole. Donc Jean, si tu peux rallumer ton micro. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez?
On t'entend très bien, Jean. C'est bon? Bon, ça va, donc je continue comme ça. Ouais. Jean Sabin, j'étais apiculteur et je suis retraité actuellement, militant de la Confédération paysanne et j'ai été responsable de la commission pesticides et actuellement plutôt des questions de pratiques, des préparations naturelles peu préoccupantes. Oui, Suzy, c'est pas bien clair sur l'écran. Pourtant, ça l'est de mon côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je sais pas. Bon, s'il n'y a que moi qui vois, c'est bon. Si c'est bon pour tout le monde, ça va. Non, ça fait des siècles et des siècles que les paysans utilisent des plantes pour protéger leur culture. Ces pratiques, elles ont évolué avec le temps, elles ont été échangées entre paysans et paysannes, et ça continue à évoluer toujours. Et il y a tout un savoir paysan. Et ce savoir paysan, nous le défendons et nous ne voulons pas qu'il puisse être approprié par qui que ce soit, par des brevets en particulier. Au début du siècle dernier, l'industrie chimique s'est implantée en agriculture et elle a sécurisé son implantation avec la participation, en particulier avec la participation à la réglementation des pesticides. Comme le montre la définition des pesticides, les pesticides, ça sert à protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles et deuxièmement, exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ayant une action sur leur croissance. Donc, quand on a vu tout ça, il n'y a plus beaucoup de place pour le reste, mis à part les fertilisants. Et cette position de l'industrie a été encore aggravée pour nous par la loi d'orientation de l'agriculture de 2006, qui a dit que tout ce qui n'a pas d'autorisation de mise en marché est interdit. Et en particulier, les préparations naturelles peu préoccupantes étaient interdites. Alors, il y a eu toute une protestation, d'autant plus que certains organismes d'État ont voulu faire appliquer la loi. Et ça a posé un certain nombre de problèmes. Donc, on a réagi avec la Confédération paysanne, de nombreuses organisations, et ensuite ASPRO et NPP qui a été créé un petit peu après, et des réunions avec le ministère de l'Agriculture, qui finalement a dit qu'il faudrait qu'on fasse une réglementation spécifique. On a participé pendant pas mal de temps, et au bout de 3 ans est sorti un décret. Mais le décret, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on a dit ce qu'on savait, on a dit ce qu'on voulait, et le ministère a fait ce qu'il voulut. Donc, ce décret de 2009 nous a intéressés bien parce que d'une part, les PNPP restaient toujours du domaine public et que les pratiques des paysans étaient validées. Mais à la fin, il a été ajouté que l'évaluation des substances naturelles devait être faite au niveau européen, c'est-à-dire au niveau du règlement pesticides. Et là, c'était un décret qui ne servait plus à rien parce qu'on ne pouvait pas obtenir des évaluations comme ça. Ce qu'une industrie peut se payer et peut faire, des particuliers, puisque c'était du domaine public, ne peuvent pas le faire et ne peuvent pas le financer non plus. Alors, on a continué la bagarre, les actions et tout ce qu'on pouvait. Et finalement, il y a eu une ouverture nouvelle avec la loi d'avenir d'agriculture en 2014. Cette loi dit qu'une préparation naturelle peu préoccupante est composée ou bien de substances de base ou bien de substances naturelles à usage biostimulant. Les substances de base, c'est une substance qui n'est pas un pesticide, mais qui peut servir à protéger les plantes. Hop, le diaporama est parti. Il est là. Voilà. Alors, nous, les substances de base, d'entrée, on l'a laissé de côté parce qu'on voulait sortir de la réglementation de pesticides dans laquelle on ne pouvait pas utiliser. Et en plus, les pesticides, la réglementation de pesticides est faite pour des matières et des molécules de synthèse. Et les substances naturelles,
que ce soit les plantes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, comme exemple, quand on avait eu des rencontres avec l'administration, la première question qu'ils nous ont posée, c'est l'ortie, c'est quelle molécule? Il a fallu expliquer que ça fonctionnait autrement. Voilà. Alors, les substances de base, c'est obtenu. Bon. C'est obtenu par des pratiques naturelles et puis c'est utilisé par des pratiques qui sont accessibles à l'utilisateur final. Donc, voilà. Les substances, là on va voir d'abord les substances de base. On en parle bien que ce n'est pas notre projet, elles sont approuvées au niveau européen dans le règlement des pesticides. Et ensuite, il n'y a pas de besoin d'une autorisation, une AMM au niveau national. Donc ça reste du domaine public toujours. Mais c'est bien que ce soit simplifié, c'est quand même assez compliqué. Et il n'y a eu qu'une vingtaine de plantes qui ont été validées de substances qui ont été validées en 10 ans de travail. Alors, l'évaluation, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effets nocifs sur la santé humaine, sur la santé animale, ni sur l'environnement. Et quelle est une efficacité sur les cultures. Elles ont toutes un effet pesticide, puisqu'ils sont évalués et autorisés pour cela, dans un usage particulier. Et là, on tombe dans la réglementation pesticide qui dit, en gros, c'est une plante, un parasite, plus un parasite, ça égale un pesticide. C'est lié à ça. Donc, comme on dit, une vingtaine de substances, les voilà, vous les avez là, ici, sur 10 ans de travail. Si on applique ça aux biostimulants, à tout ce que nous proposons, il y a plusieurs centaines, il y a au moins 200 plantes là-dedans. Pour obtenir 200 autorisations, il faut un siècle ou deux. Donc, il faut absolument qu'on sorte de cette réglementation, même des substances de base. Alors là, vous avez une substance de base autorisée, il y a quelques plantes, la prêle, le saule, et puis l'ortie, et l'oignon, voilà. Et ensuite d'autres plantes, et d'autres substances, la bière et d'autres. Voilà. Là, on revient à ce qu'on défend, les substances naturelles à usage biostimulant. Elles peuvent être végétales, animales ou minérales. On exclut bien sûr les micro-organismes, parce que le procédé doit être accessible à l'utilisateur final, donc c'est hors de là, et non génétiquement modifié, bien sûr, sinon c'est plus naturel. Il y a une autorisation nationale, et ensuite, il n'y a pas besoin d'une autorisation de mise en marché pour mettre en marché la préparation. Alors, je dis une chose, c'est qu'on ne voulait pas, quand on a eu, avec la loi de 2014, on voulait sortir de la réglementation pesticides, et dans les rencontres qu'on a eues avec l'administration, il fallait bien qu'ils nous proposent une autre possibilité, et il y avait les biostimulants. Les biostimulants, on savait que dans les années qui allaient venir, il y aurait eu une réglementation au niveau européen. Et donc, on nous a dit, on peut anticiper un peu la nouvelle réglementation, et on passe donc en biostimulant. La définition des biostimulants, vous l'avez là-dessous, sous les yeux, les matières dont la fonction, une fois appliquée au sol ou à la plante, c'est de stimuler les processus naturels des plantes ou du sol afin de faciliter et réguler l'absorption des éléments nutritifs. Ça, c'est la première partie. La seconde, c'est améliorer leur résistance au stress abiotique. Stress abiotique, c'est le climat, essentiellement le climat, le froid, le chaud, l'excessivité de pluie, voilà. Donc, administrativement parlant, une PNPP à base de SNU ne peut pas revendiquer un effet pesticide. Et dans l'évaluation, elle n'est pas obligée de prouver son efficacité. Simplement pour ça, parce que c'est bien plus complexe
que le fonctionnement d'une molécule de synthèse. Et d'autre part, un purin d'ortie qui peut donner un résultat dans un lieu déterminé, on a un résultat tout à fait différent dans un autre lieu avec un environnement différent, un sol différent. Et en même temps, l'ortie n'a pas les mêmes composants en fonction du sol où il est récolté et en fonction de la saison où il est récolté. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe pour pouvoir rentrer dans une évaluation qui est faite pour des molécules de synthèse. Actuellement, il y a 148 plantes qui sont autorisées en tant que SNU. Et ça fait un moment qu'on essaie d'élargir la liste parce que les 148 plantes ne sont pas toutes utilisées ou utilisables en PNPP. Donc, il y a un nouvel arrêté qui va être en préparation sur l'autorisation de toutes les parties de plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale. On a obtenu ça dans la loi Egalim des États généraux de l'alimentation, à condition qu'il y ait un cahier des charges et qu'il soit respecté. Voilà, ce cahier des charges, voilà un petit peu ce qui change un petit peu. Bon, parce que on peut utiliser pour l'extraction pas uniquement de l'eau, mais de l'alcool aussi. Alors, le cahier des charges demande que cet alcool soit de l'éthanol alimentaire. Les huiles essentielles, elles sont autorisées puisque la distillation est autorisée. Donc, on a les huiles essentielles qui sont autorisées, sauf que là, celles qui sont déjà enregistrées pour un usage pesticide, actuellement, je crois qu'il y en a 2 ou 3, ne sont pas autorisées dans ce cadre. Alors, c'est un point de désaccord avec l'administration, avec la DGL. D'autre part, il y a la traçabilité, ce qui est tout à fait logique. Hein. Fabricant, utilisateur, le vendeur et de PNPP, il faut tenir une traçabilité. Ce qu'on nous demandait, c'est une traçabilité particulière pour les PNPP. On a dit, bon, attendez, on ne va pas demander aux paysans qu'il y a des gens qui ont déjà un cahier de culture, peut-être un autre cahier bio ou autre chose, d'en faire un autre. Donc, ça fonctionne avec les cahiers qui existent déjà. Et ça permet la traçabilité quand même. Après, c'est le délai avant récolte. Un délai avant récolte de 3 jours pour le produit fermenté et macéré ou des analyses microbiologiques. Là, le délai de récolte, quand on va délai de récolte pour des préparations à base de plantes, et que si on cherche un petit peu, on trouve là des pesticides qui sont cancérigènes ou perturbateurs endocriniens, pour lesquels il y a toujours le même délai de récolte, avant récolte de 3 jours. Alors, et les analyses microbiologiques, on en a fait telles qu'il fallait, mentionnées dans la réglementation européenne, pour les substances fermentées. Eh bien, ça pour simplement, hein, il fallait 900 € pour simplement une production. Et chaque fois qu'on fait une production différente, toujours, et ça, du point de vue financier, ce n'est pas possible. Ça n'apportait rien de plus. Et ensuite, il y a des mentions sur l'étiquetage. En particulier, ce qui est fermenté ou macéré ne doit pas être utilisé par les personnes qui sont immunodéprimées. Alors là, c'est aussi un point de désaccord. On dit simplement, quand il y a un risque toxique pour l'utilisateur avec un pesticide, il y a des méthodes d'atténuation du risque. On met des gants, on met des lunettes, on met un équipement. Pourquoi il y aurait cette possibilité d'atténuation du risque pour les pesticides chimiques et pas pour les pesticides, enfin pour les PNPP? C'est un autre point de désaccord. Et là, ça ne devrait pas être avant la fin de l'année 2020. Tout ceci, on l'a obtenu, et bien qu'on n'en est pas arrivé à la fin encore, hein, avec beaucoup de mobilisation, avec des élus, des députés, des sénateurs, des maires, pourvu qu'ils aient
leur insigne d'élu, avec beaucoup de mobilisation de citoyens, des mobilisations avec des députés pour qu'ils soutiennent des amendements qu'on a proposés. Et finalement, on a débloqué en 2014 un peu. On avait fait 2 caravanes de la biodiversité qui ont convergé à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de choses pour simplement un purin d'ortie ou une tisane à mettre sur une plante. Voilà, c'est vite fait un peu expliquer un petit peu ce qui nous a pris beaucoup de temps. Merci pour votre écoute. Merci Jean. Du coup, je me permets juste de répondre à une question qui est apparue dans le chat pour préciser le délai avant récolte de 3 jours. Donc ce délai avant de récolte de 3 jours, donc qui n'est pas encore mis en place, hein, qui serait une condition pour l'autorisation des plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale. C'est donc le ministère de l'Agriculture qui souhaite qu'il soit mis en place, en particulier pour les préparations fermentées. Et donc, l'idée, ce serait de ne pas utiliser de PNPP, par exemple de purin et tout ça, 3 jours, dans les 3 jours qui précèdent la récolte des produits frais. J'espère que ça clarifie un petit peu. Et donc, Jean, vous avez expliqué que c'était quelque chose qui était un point de désaccord avec le ministère de l'Agriculture, dans la mesure où on sait qu'il y a des purins qui sont épandus jusqu'à la récolte ou de manière progressive, par exemple sur de la tomate, où la récolte elle est très régulière. Mais pour l'instant, la difficulté, c'est que le ministère de l'Agriculture met en balance de cette mesure, sinon des analyses microbiologiques, et qui là sont autrement, plus contraignantes en termes de coûts financiers. Bon, voilà, j'espère que ça clarifie. Je ne sais pas si Jean, tu veux préciser ou c'est bon. Bon, mais ça va. Ok, du coup, voilà, il y avait une dernière diapo de conclusion. Peut-être, donc juste pour faire une très rapide synthèse, donc vous avez compris qu'on a 2 chemins d'autorisation des PNPP, soit par le chemin substance de base, qui est une option qui n'a pas été retenue par nos organisations, puisque très complexe en termes de coûts, de temps et de moyens. Et on a choisi plutôt de se mobiliser pour les substances naturelles à usage biostimulant, sachant qu'aujourd'hui, donc, il y en a pas suffisamment qui sont autorisés, et que le chemin d'autorisation qu'on devrait pouvoir obtenir en 2021, c'est celui de ce projet de cahier des charges sur lequel il persiste des points de désaccord, comme vous l'avez vu pour les huiles essentielles, par exemple. Je dirais en particulier pour les huiles essentielles, parce que c'est quand même un gros point. Et puis, pour d'autres points. Après, il y a d'autres questions qui vont se poser dans les années à venir et qui se posent déjà depuis longtemps, c'est qu'il va y avoir aussi toutes les substances végétales qui sont non alimentaires et du coup qui rentrent pour l'instant dans aucun des chemins d'autorisation, enfin qui ne sont pas autorisés, ou encore les substances animales ou minérales. Et pour l'instant, on apprend tout juste que le ministère souhaite faire rentrer les prochaines autorisations de substances naturelles à usage biostimulant sur un modèle de celui des substances de base, et du coup qui là est vraiment contraignant. C'est-à-dire que par exemple, pour la fougère, par exemple, il faudrait déposer un dossier du type de celui des substances de base, et ce qui, pour la Confédération paysanne et ses partenaires, n'est pas forcément la chose la plus adéquate. Voilà, donc du coup, les organisations, ce qu'elles conseillent, c'est que de toute façon, c'est de poursuivre les pratiques sur le terrain, parce que c'est aussi la pratique qui fera la preuve de l'existence de ces savoir-faire paysans. Et on signale aussi que les organisations ont déjà défendu dans certaines situations des paysans ou des entreprises qui ont été contrôlées pour commercialisation de PNPP non autorisées, on va dire, et qu'elles continueront à défendre ces pratiques-là sur le terrain. Voilà, donc moi je vais juste très rapidement vous faire un tout petit pas de côté par rapport à la réglementation, pour vous dire aussi quelles sont les autres activités menées pour diffuser ces savoirs dans les territoires et vous donner une idée de
ce qu'on prévoit pour les mois et années à venir, au-delà de, évidemment, le combat pour l'extension des autorisations. Donc, on a organisé ces 2 dernières années pas mal de rencontres d'échange dans les territoires, dans divers départements, et qui visent vraiment à se faire rencontrer les paysans et les paysannes d'un département et à échanger autour des pratiques. Donc là, vous pouvez voir par exemple en Ardèche, en mai, non pas 2017, mais 2019, sur une ferme. On a mené aussi récemment avec l'idée de faire remonter les pratiques de terrain et aussi d'appuyer les revendications portées par les organisations, divers travaux, notamment une enquête qui a été menée par un collègue auprès d'une quarantaine d'utilisateurs et d'utilisatrices et qui visait à recenser toutes les plantes, les préparations qui sont utilisées sur ces fermes, les pratiques de fabrication, les pratiques d'utilisation, les effets recherchés, etc., etc. Cette même personne a mené un travail de recensement bibliographique. Donc on a à disposition, avec l'espoir de le rendre lisible et public, une sorte de mutualisation de la bibliographie qu'on a trouvée sur le sujet des PNPP. À partir de ces travaux, il a notamment réalisé quelques fiches pratiques sur 4-5 préparations. Qu'on pourra vous diffuser a posteriori. Et puis, on a réalisé des petites vidéos dont on va pouvoir vous présenter un ou deux modèles. Voilà, et on a, en 2019, à l'automne 2019, organisé un colloque sur le sujet, peut-être auquel certains d'entre vous ont participé d'ailleurs. Et on a d'ailleurs à disposition les actes du colloque en format papier, si certains d'entre vous les veulent, qui reprennent assez bien notamment les aspects réglementaires et l'échange avec le ministère de l'Agriculture qui a eu lieu à cette occasion. Et puis un certain nombre d'informations, notamment sur des expérimentations qui ont eu lieu ou qui sont en cours. Donc pour les perspectives, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est évidemment de poursuivre la diffusion des pratiques et le combat réglementaire. Donc on va probablement organiser de nouvelles rencontres d'échange dans divers départements dans les 2 années qui viennent. Donc en espérant que ça se passe aussi dans vos départements et que vous puissiez y participer. Il y a aussi tout un travail à mener sur les formations, puisqu'il y a on va dire un lot de formateurs et d'intervenants assez réduit par rapport à la demande qui s'accroît de formation, de rencontres sur le sujet. Donc du coup, l'idée, ce serait de faire un petit diagnostic de ces capacités de formation, de relever les besoins et de voir aussi comment de nouvelles personnes peuvent être formées à intervenir, en particulier chez les utilisateurs et les utilisatrices. Je vous parlais d'un travail bibliographique qui a été mené et d'une enquête de terrain. Et l'idée, ce serait de regrouper tous ces éléments dans un recueil d'expériences en ligne et qui puisse être accessible à tout le monde afin que chacune puisse aller y chercher l'information souhaitée sur les plantes, les préparations et évidemment les contextes dans lesquels elles s'inscrivent, si c'est sur une ferme, si ça a été développé dans une expérimentation, voilà. Et puis, si on y arrive, on aimerait bien pouvoir vous proposer de participer à un nouveau colloque d'ici 2 petites années. Voilà, voilà. Je vous remercie évidemment pour votre attention, pour cette première présentation. Je regarde rapidement s'il y a des questions en cours sur les échanges, avant de vous passer 2 toutes petites vidéos qui pourront introduire ensuite la suite des échanges, peut-être plus d'ordre technique que vous auriez, notamment avec Jean-François et Pierre-Yves, bien que évidemment vous pouvez aussi poser des questions sur les aspects réglementaires. Je regarde. Alors j'ai surtout des questions sur, donc pour les ressources, oui, on pourra les transmettre. Tout ce qui a été présenté, les actes, les fiches, les vidéos, on sera en mesure de les transmettre. Il y a quelqu'un qui demande si les 148 plantes sont toutes considérées comme alimentaires. Oui, ce sont des plantes alimentaires. En fait, ces 148 plantes, ce sont les 148 plantes médicinales
qui ne sont pas réservés à la vente pour les pharmaciens et les pharmaciennes. En France, vous avez un monopole de la pharmacopée, donc les plantes médicinales sont réservées aux pharmaciens et aux pharmaciennes, et en fait, il y en a 148 qui ne le sont pas depuis 2008, je dirais, et qui sont notamment ces 148 plantes médicinales qui sont autorisées à la vente par les paysans et les paysannes qui produisent des PAM. Et en fait, elles sont toutes considérées comme alimentaires puisqu'elles ont justement été sorties du monopole parce qu'alimentaires, notamment. Et en fait, c'est la liste qu'a pris le ministère de l'Agriculture parce qu'il n'avait pas de liste de plantes, on va dire, à un moment donné, pour en faire des substances naturelles à usage biostimulant, mais sans lien réel avec la pratique du terrain. Et elle resterait évidemment autorisée. Jean, si tu veux compléter, hein, mais a priori, je n'ai pas d'autres questions. Du coup, je vais donc vous passer ces deux petites vidéos juste pour que vous voyez un petit peu. Donc, on a choisi de vous passer la vidéo sur une ferme en grande culture et puis une ferme en arboriculture. Après, vous en avez 4 autres que vous pourrez aller visionner, une en maraîchage, une en viticulture et puis on en a une à Mayotte qui va tout juste sortir. Et puis une autre qui s'est tenue sur une rencontre d'échange. Alors, je vous mets ça tout de suite, en espérant que ça va marcher. Hop là. Alors, j'espère que c'est bon et que vous avez le son surtout. L'exploitation se trouve dans le sud de l'Eure. L'exploitation fait 160 hectares, et en semi-direct, sous couvert. Ça va faire 6 ans que j'utilise les macérations. Et je préfère les acheter pour une question de traçabilité, pour être sûr du produit que j'utilise. Donc j'utilise 4 préparations, suivant les cultures, suivant l'époque. Donc sur le céréal, j'utilise ortie, écorce de saule avec de la prêle. Je rajoute du lait par rapport à ces macérations-là. Donc dans le lait, il y a plein d'oligo-éléments. Il y a de la caséine, il y a de la matière grasse. Et on a vu qu'il y avait une efficacité, un complément d'efficacité. Et puis je ramène de la mélasse. Dans la mélasse, il y a du sucre pour assimiler les produits et pour se développer. Après, sur les pois, c'est à base de rennes des prés, de l'argile. Et puis je remets encore du lait. Les répulsifs, j'utilise de l'ail avec du savon noir à base d'huile d'olive. Je remets aussi des macérations qui ramènent du soufre, alors ça c'est tout nouveau, et à base d'ail, d'ortie et encore d'autres plantes. Pour les enrobages de semences, c'est une technique que je pratique depuis 10 ans. C'est une macération de blé, orge, avoine. Je rajoute de la prêle. Et puis, je rajoute aussi du sucre à base de mélasse, quoi. C'est de l'eau de récupération de toit. Il n'y a pas d'eau de javel dedans. Le pH, c'est un pH de 6,4 qui est hyper important pour mon mélange avec les macérations. C'est pas toxique, hein, c'est que des produits naturels. Là, je me sens en totale confiance avec les produits que j'utilise. Donc l'utilisation des macérations, ail, argile plus savon noir m'a permis de supprimer pas mal d'insecticides sur les colzas. Ça me sert à combattre les pucerons à l'automne sur céréales, méligette sur le colza. Là on est en train de faire des essais sur le charançon et puis l'altise. Sur céréales, ça me permet de contrôler les rouilles, l'acepto, l'oïdium. Sur les blés de maïs, pour la fusa, il y a 5 ans, je faisais 50%. Et là, je suis arrivé quasiment à 100%, suivant les années, à 100% en macération et en supprimant le chimique, quoi. J'aimerais bien supprimer
la partie soufre minérale qu'on peut amener pour voir au niveau économie ce que ça peut donner et tout ça. Tous les ans, je fais des bancs de témoins pour contrôler si mon système est viable. On se retrouve avec des écarts infimes entre macération et produits chimiques. Sauf que le coût économique n'est pas le même et le résultat sur la vie du sol n'est pas la même non plus. De travailler avec des macérations reste dans un coût très raisonnable. Les macérations, c'est un pourcentage par rapport à votre volume d'eau. Du fait que moi, je suis en ultra bas volume, je suis à 19 litres de bouillie hectare, donc à chaque passage, moi, ça représente 1,5 litre, donc 1,5 litre à 1,80 €. On ne prend jamais le temps d'expliquer ce que l'on fait aux gens et tout le monde pense qu'on ne fait que des pesticides et en fin de compte, la preuve que non, on sait travailler autrement. Pour moi, l'utilisation des macérations, c'est très important. Dans le respect d'un sol vivant, ça fait plusieurs années que je suis passé en agriculture de conservation, donc pour moi, c'est une continuité. On nous a retiré la consoude parmi nos préparations de macération, quoi. Et c'est inquiétant parce que ça peut être une mainmise des boîtes phytosanitaires et ça va être le même problème qu'avec nos semences fermières, quoi. Il faut préparer nos jeunes qui vont reprendre nos exploitations à déjà savoir travailler avec ça et que nos sols soient déjà prêts à travailler avec ça. Mais c'est un tout en fin de compte. Voilà. Quand on passe aux macérations, il faut être prêt quand même. C'est un grand pas hein, vers l'avenir. Je vais du coup vous passer la suivante. Très rapidement, il y en a pour 3 petites minutes encore. Si j'arrive à y accéder. Ah ben voilà, c'est parfait, c'est la bonne qui s'enchaîne. Nous travaillons sur 6 hectares en fruits avec donc mon mari, ma fille et mon gendre. Donc que du fruit, c'est-à-dire de la cerise, pêche, abricot, pommes, poires, raisin de table et un peu de prunes. En extrait fermenté, on a de la consoude, d'ortie, un peu de fougère et puis aussi on fait des macérations huileuses d'ail. C'est pas si compliqué, c'est vrai qu'il faut avoir les bonnes recettes, mais je vous le dirai tout à l'heure. De la macération huileuse d'ail, 10% environ, qu'on fait nous-mêmes, et avec 5% de petit lait pour amener du calcium particulièrement et une meilleure tenue sur le... qui nous protège quand même pas mal de la Drosophila suzuki. Et c'est des fruits qu'on va ramasser à peu près dans une douzaine de jours. La macération huileuse d'ail, moi je vais broyer, donc pour me faire mes 600 litres, je vais broyer 100 kg d'ail, pardon, que je vais vraiment en purée, que je mélange dans de l'huile d'olive. Je mets 15 litres d'huile d'olive dans une grosse barge en plastique. Je mélange tout ça, je laisse reposer une nuit. Et après, je divise mon ail dans ces deux bidons. Et là, je remplis d'eau. Je me fais 300 litres d'eau. Et je laisse macérer 4-5 jours. Et après, je soutire pareil en bidon. Et ça, je garde. Je ne mets rien pour le garder, ça se garde à l'année sans problème. C'est de la prêle des champs, ce qui va me permettre de faire une décoction et sortir la silice de la prêle pour éviter les champignons et les pucerons aussi. Donc je la fais sécher et après au printemps, je mets 250 grammes pour 10 litres d'eau. En décoction, on fait frémir pendant 40 à 60 minutes. Autrement, si je veux faire une décoction de prêle fraîche comme ça, il faudrait que je prenne 1 kg de prêle pour 10 litres d'eau. Après, on dilue ça de 10% en fait. Et on prend toujours de l'eau de pluie ou de l'eau d'un puits
pas de l'eau chlorée, du robinet. Un mélange avec de l'ortie, avec de l'ail et avec du cuivre, un tout petit peu de cuivre aussi. Très bien pour la cloque du pêcher donc. Puis même pour la tavelure de la pomme. Grâce à l'ortie par exemple, on diminue pas mal la dose de cuivre. Hein. Normalement c'est du 6 kg au cuivre par hectare. Et là on est à 2,5 kg par hectare. Donc c'est vraiment, faut savoir que l'ortie emmène beaucoup plus vite dans les veines de la plante le cuivre. Donc ça réagit beaucoup plus rapidement. L'ortie, on les passe au printemps pour booster la végétation. La consoude, eh ben, c'est très bon pour la vie microbienne du sol. Ça aide aussi quand il y a des coups de grêle de pouvoir sécher ces ouvertures. Puis souder, parce que dans consoude, on a le mot souder. Donc pour la consoude, je coupe ma consoude donc, sans fleur, hein, parce que la fleur va prendre toute l'énergie de la plante. Et je mets 1 kg pour 10 litres. Et tout ce qui est des extraits fermentés, c'est exactement la même dose. Hein. Pour l'ortie, c'est pareil, en frais. Et après, on dilue ça, 10 litres pour 100 litres. Voilà, et on passe du 200 litres hectare. Pour faire des purins ou des macérations huileuses d'ail, il faut être bien équipé et puis le faire avec plaisir. Donc je me suis acheté 2 fûts sur le Bon Coin. Je me suis fait faire des filtres avec des pieds. Et puis j'ai accroché du grillage doublé au fond pour que ce soit à la hauteur que le robinet il soit là, sous le filtre en fait. Qu'est-ce que j'observe comme résultat? Déjà un bien-être de la terre. Ça c'est sûr qu'avec la consoude c'est vraiment un très bon biostimulant. On peut dire qu'on sauve un peu quelques maladies, quelques pucerons qui ne seront pas là, quelques champignons qui ne viendront pas. Donc ça permet à la plante de pouvoir s'exprimer correctement et nous faire des jolis bourgeons, des jolis fruits et qu'on puisse à l'année sortir une belle production vivante pour nourrir nos clients. Ben, ce que ça m'a apporté de faire les préparations, pour moi c'était une logique. Hein. C'est un aboutissement, quoi. Ouais, vraiment. Je me sens bien moi et je sens que mes arbres vont bien aussi, quoi. Voilà, du coup, vous avez pu visualiser ces 2 vidéos. Juste pour préciser, je vais vous mettre dans la barre de chat, comme ça a été demandé, le lien pour accéder à ces vidéos et ces documents. Et je vais laisser la parole du coup maintenant, il nous reste 45 minutes devant nous, à Jean-François Lipout, qui va se présenter, dire un petit peu ce qu'il fait, et ensuite à Pierre-Yves Marais pour la même chose, et puis ensuite on pourra rééchanger avec vous. Jean-François? Oui, bonjour. Voilà, ben moi je suis président de l'association Aspro PNPP. Donc Aspro, ça veut dire association promotion, pas dans le sens on n'a rien à vendre, hein, c'est dans le sens reconnaissance de ces alternatives naturelles aux pesticides et préparation naturelle peu préoccupante. C'est rébarbatif, mais en tout cas on a repris les termes de la loi sur l'eau en 2006 qui rectifiait plus ou moins l'interdit du purin d'ortie. Donc préparation naturelle peu préoccupante, ce qui veut dire aussi que le reste est préoccupant à très préoccupant. Voilà, donc moi je suis paysan en Dordogne et j'étais anciennement horticulteur. Depuis 4-5 ans j'ai arrêté pour faire uniquement des préparations naturelles à base d'extraits végétaux. Voilà, donc je suis producteur de purin entre autres et d'extraits végétaux. Voilà, pour ma part. Et je participe évidemment au débat, au cahier des charges, enfin je fais partie du groupe qui travaille au niveau du plan Ecophyto, enfin tous ces sujets depuis 15 ans maintenant. Voilà. Ok, merci Jean-François. Pierre-Yves, tu veux de ton côté dire un petit peu Qui je suis? Qui tu es, ce que tu fais, tout ça? Moi je m'appelle Pierre-Yves Marais, je suis producteur de fruits en Ardèche sur une petite ferme de 6 hectares. Donc cerises, framboises, abricots, pêche, prunes, raisins de table et châtaignes, certifié en agriculture biologique. Et donc je me suis installé il y a une vingtaine d'années et je me suis vite rendu compte qu'en bio, pour réussir
avoir des belles cultures, il fallait travailler, chercher à mettre les plantes dans le meilleur état possible. Et j'ai découvert les préparations naturelles, la phytothérapie, et ça m'a intéressé. Et je suis content des résultats qui en ressortent. Et donc voilà, j'ai rejoint donc il y a à peu près 1 an et demi le groupe de travail suite à une enquête qui avait été menée, comme ça a été dit tout à l'heure, par Paul Berthiaud. Et parce qu'en fait, oui, c'est quand même assez aberrant d'être dans une situation où on travaille sans être vraiment dans les règles quand on utilise de la consoude, de la fougère ou certaines huiles essentielles. Voilà. Alors, je ne sais pas si du coup il y a des questions spécifiques, notamment à Jean-François et Pierre-Yves, sur leur pratique. Pour la suite, n'hésitez pas à leur demander des précisions, ils ont été relativement succincts, ou d'autres questions sur la réglementation, etc., etc. Pour l'instant, je ne crois pas que je vois de choses de questions particulières. Alors, je ne sais pas. Peut-être dans ces cas-là, s'il n'y a pas de questions particulières, je peux peut-être demander à... Est-ce que Jean-François peut nous préciser? Alors, vas-y, Pardon, est-ce que Jean-François peut nous préciser ce qu'il fait comme préparation? Oui, alors, bon, en fait, quand le purin d'ortie a été interdit en 2006, eh bien, en fait, ça en a fait sa promotion, quoi. Donc, ce qu'on a appris, c'est que les jardineries perdaient 20% des parts de marché en chimie, et donc les producteurs de pesticides se sont inquiétés à ce moment-là de l'avenir de leurs produits. Donc, ils ont créé cette loi. Et en fait, du coup, moi, j'avais commencé avec les pesticides, effectivement, mon activité en 85, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis, pour passer en 93 aux alternatives, parce que, bon, on avait décidé, l'année que la mère de mes enfants était enceinte, d'arrêter les pesticides. Voilà. Et en fait, à partir du moment où ça a été interdit, ça a boosté complètement, ça a promu complètement ces alternatives, parce que beaucoup de gens se sont dit, si c'est interdit, c'est que c'est bon, quoi. Donc à une époque, on était un peu plus confiant dans tout ce qu'on nous conseillait, y compris moi en formation adulte agricole, où la question ne se posait même pas hein, si c'était toxique ou pas, c'était autorisé, donc c'était pas dangereux. Voilà, donc j'en suis arrivé finalement à travailler un peu à l'époque assez seul dans mon coin en tout cas. On n'avait pas trop de conseillers agricoles entre autres sur les alternatives, c'était juste quelques producteurs bio et qui se débrouillaient eux aussi comme ils pouvaient, quoi. Et donc en fait du coup ça m'a permis de travailler sur ces produits, donc principalement les purins, hein, donc ortie pour moi, prêle, fougère, consoude, déjà des bonnes bases. Jus de consoude, là un peu plus intéressant par rapport à tout ce qui est fongicide. Et puis on est allé vers la production d'extrait d'ail intéressante au niveau des répulsifs pour les insectes, pas que, hein, Club du péché, tout ça, enfin, on l'a vu tout à l'heure. C'est assez intéressant. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre? Maintenant on développe un peu bardane par rapport au mildiou. Et puis la sauge aussi par rapport aux maladies en général, quoi. Voilà. Donc mon boulot, principalement, c'est de rechercher régulièrement un petit peu d'évoluer, quoi, hein, d'essayer d'avancer, sachant qu'on n'a pas du tout d'accompagnement. Bon, l'INRA, tout ça, ne travaille pas dessus, puisqu'une loi de 2008, datant de Sarkozy, dit que toute recherche doit avoir un partenariat public-privé, sauf exception, et donc ça fait certainement pas partie des priorités. Et donc, si nous, comme on est tous autour de la table, on défend les recettes du domaine public, eh bien, en fait, quelle boîte va mettre de l'argent, sachant que la recette va être accessible à tous. Donc, c'est vraiment c'est cynique, quoi, hein, c'est une façon de bloquer la recherche, quoi. Voilà, donc moi, j'ai bossé un peu, je continue, hein, d'ailleurs, comme je peux, à faire des tests et tout ça, et finalement, on arrive à des résultats très, très intéressants, et parfois, sérieusement, supérieur aux produits chimiques, sachant quand même qu'on part du principe qu'il ne faut pas faire du copier-coller, c'est-à-dire remplacer un produit chimique par un produit naturel.
L'idée, c'est surtout de travailler autrement, d'accompagner les cultures peut-être en amont et pas attendre qu'il y ait le problème, quoi, hein. Et puis avoir un autre regard aussi sur notre environnement et notre façon de travailler, quoi. Notre santé aussi, certainement, mais sachant qu'on a quand même des gains économiques qui ne sont pas négligeables. Voilà. Merci Jean-François. Du coup, il y a quelques questions qui sont arrivées en cours de route. Alors peut-être, je vais vous en donner 3 tout de suite. Alors peut-être d'abord pour Pierre-Yves, 2 questions en même temps. Il y a une question sur comment ça se passe, les visites des certificateurs bio. Peut-être que tu pourrais y répondre, et notamment dans le cas où sur la ferme, il y a utilisation de PNPP non légale. Ça, c'est une première question. Et il y a aussi quelqu'un qui demande si tu peux préciser un petit peu tes pratiques, les préparations que tu utilises, quand et comment tu les appliques, etc. Donc ça, c'est un premier lot pour toi. Et après, il y a une question, donc là, peut-être Jean-François, il y a une question sur est-ce que vous avez un recul sur la résistance des adventistes sur le long terme, mais du coup, la résistance, faudrait peut-être préciser au PNPP. Et est-ce que vous avez déjà observé des toxicités de certains produits, donc j'imagine de PNPP, pour les cultures qui suivent. Voilà. Et après, il y a une question, et après je m'arrêterai là, sur les thés de compost. Est-ce que c'est aussi un sujet que vous connaissez dans le cadre des PNPP? Et est-ce qu'on pourrait les considérer comme des PNPP? Alors je laisse d'abord la parole à Pierre-Yves pour la certification bio et tes pratiques un petit peu. Alors, sur la certification bio, oui, moi, à chaque fois que la contrôleuse vient, je lui ouvre mon cahier des cultures avec tout ce que je fais dessus. Et ben oui, il est précisé dessus que j'utilise du purin de fougère, du purin de consoude, aussi de l'infusion de fougère. Donc oui, oui, je ne cache pas. Et pour le moment, ça pose pas de problème, puisque toutes ces plantes, moi, par exemple la consoude, je la cultive, et le reste, pratiquement, c'est tout cueilli par moi-même, quoi. Je cultive aussi un peu de sauge, un peu de tanésie, de la rue, et de la menthe poivrée, et de la sauge afghane. Autrement, le reste, la prêle, les orties, ça c'est la fougère, bien sûr, c'est des plantes que je vais ramasser à l'état sauvage. Donc en fait, j'achète rien, quoi. Enfin, j'ai eu acheté pendant pas mal d'années, maintenant j'achète quasiment plus du tout, quoi. Donc ça c'est pour l'aspect réglementaire, ça m'a jamais posé de problème. Bon, moi je suis contrôlé par EcoCert, donc à chaque fois je cache pas, quoi. Pour le moment j'ai pas eu besoin de cacher, et à la limite je viendrais presque à ce que disait un peu Jean-François tout à l'heure. Si on venait à m'interdire de le faire, alors là je pense que ça soulèverait encore plus le débat, quoi. Parce que je vois pas comment on pourrait m'interdire de travailler dans ces conditions-là. Sachant aussi que j'utilise de la bouse de vache, notamment, alors c'est pas tout à fait pareil que le thé de compost, mais moi je l'utilise pour tout ce qui va être pour les plaies, par exemple tout pendant l'hiver. Là, je fais ça plutôt en fin d'hiver, fin janvier, début février, où je vais gratter tous les arbres où il y a des chancres, et je vais faire un mélange d'argile, bouse de vache et infusion de prêle. Et je vais passer notamment pour tout ce qui va être bactériose, pêcher et abricotier. Après, sur les utilisations, grosso modo, pour tout ce qui est, on va dire, biostimulation ou engrais foliaire, je vais utiliser plus facilement des préparations, des extraits fermentés. Donc là, je vais partir sur consoude et ortie. Donc j'essaie de passer, alors c'est pas régulier tous les ans, mais j'essaie de passer au moins 2 fois de chaque sur les cultures. Donc c'est à des doses, je multiplie par 30, c'est-à-dire qu'avec 10 litres de purin, je vais pulvériser jusqu'à 300 litres. Donc selon les cultures, j'adapte. Et puis après, pour tout ce qui va être plus recherché un effet fongique ou insecticide, là je vais utiliser des infusions et la macération d'ail. Voilà, et moi je trouve que les résultats sont plutôt bons. Par exemple, sur des cultures comme le raisin de table, aujourd'hui je suis à des doses de cuivre, parce que j'utilise quand même de la bouillie bordelaise et du thiovite, donc du soufre mouillable. Mais là, moi depuis que j'utilise des préparations, j'ai divisé mes doses incroyables, et maintenant au niveau bouillie bordelaise, alors c'est vrai qu'on est en Ardèche, dans une zone très sèche, mais je suis à moins de 1 kg mètre à l'hectare. Et même sur les années un peu plus dangereuses comme 2018,
Je vais être un petit peu plus, mais pas. Je suis jamais. Je suis toujours très très loin des 4 kg métal autorisés, quoi. Voilà, après c'est vrai que pour tout ce qui est insecticide, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et là, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-François, il faut vraiment réussir à pas se faire attaquer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour éviter. Donc il faut bien connaître les cycles des insectes, à quel moment intervenir. Ça va être avec des barrières mécaniques comme de l'argile. Ça va être avec des répulsifs comme la macération d'ail ou après des mélanges de menthe poivrée, tanésie, rue, saponaire aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'utilise aussi de la saponaire. Voilà, mais bon, il faut vraiment réussir à tout faire pour limiter. Donc après, ça va plus loin donc, que le simple aspect technique, puisqu'on ne peut plus parler d'avoir le maximum de rendement. Il y a un moment donné, on ne peut pas exiger des plantes plus que ce qu'elles peuvent faire dans les conditions dans lesquelles on veut les cultiver, c'est-à-dire des plantes qui ne soient pas poussées, mais qui restent en bonne santé. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Merci Pierre-Yves. Alors du coup, peut-être j'enchaîne avec Jean-François. Donc il y avait une question précédemment sur si vous avez pu observer des toxicités éventuelles pour les cultures suivantes ou des résistances d'adventices avec l'utilisation de ces produits. Et j'en profite pour t'ajouter une question qui est posée, c'est est-ce que tu as pu, toi ou d'autres, comparer les effets des extraits fermentés en anaérobie et les purins aérobie? Voilà, je te transmets ces deux questions. Alors, j'ai déjà oublié la première. Mais, sur la toxicité. La toxicité. Ouais. Apparemment non. Bon, pour ma part, moi, je travaille que sur quelques plantes qui sont vraiment utilisées depuis très longtemps. Non. Voilà, je ne peux pas en dire plus, quoi. Sinon, on ne l'utiliserait pas directement. Après, on est quand même, faut pas oublier, perdre de vue qu'on est sur des préparations naturelles peu préoccupantes. Donc, il est clair que nos détracteurs nous parlent de la ciguë. Franchement, c'est carrément hors sujet. Donc voilà, donc faut revenir quand même aux choses raisonnables et qui sont utilisées. Il faut quand même faire confiance aussi un peu aux paysans, voilà, à connaissance de ce qu'on utilise, de la nature. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors après, la deuxième question, c'était... C'est sur les fermentations anaérobies, les purins aérobies, si tu as pu... Alors là, il y a deux écoles, effectivement. Oui. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. En tout cas, pour ma part, j'utilise la fermentation en aérobie, c'est-à-dire à l'air. Donc, je brasse 3 fois par jour mes macérations. Et pour moi, il me semble indispensable de mettre de l'oxygène dans tout ça. Et voilà, donc pour moi c'est important. Après l'anaérobie, je ne peux pas trop en parler. Moi je ne le sens pas, mais ça c'est personnel. Et en fait, tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on bosse, on a des résultats très intéressants et c'est avec cette méthode. Et souvent l'anaérobie, anaérobie, c'est au départ l'idée c'est par rapport au redox, donc à l'oxydation du produit. Et je trouve qu'en faisant en aérobie, c'est-à-dire à l'air, eh bien, je suis dans les clous par rapport aux critères qui sont ou trop oxydés ou pas, ou correctement, enfin, ou correct au niveau de l'oxydation. Donc, je reste sur la fermentation aérobie. Voilà. Ok, merci. Il y a une question plutôt sur la réglementation, donc qui est une personne qui demande s'il faut déclarer les PNPP à base de SNUB pour les commercialiser, et notamment s'il faut demander un avis à l'ANSES de non-toxicité. Donc non, en fait, à partir du moment où la SNUB est autorisée, toute PNPP à base de cette SNUB est de fait autorisée. Il n'y a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché ou de déclaration préalable. Par exemple, l'ortie est autorisé en tant que SNUB. Et le purin d'ortie, de fait, peut être fabriqué, utilisé et commercialisé sans déclaration complémentaire. Je dis l'ortie, mais vous avez quoi? Vous avez l'achillée millefeuille aussi, etc., etc. Et donc voilà, et il y a une question sur plutôt là les huiles essentielles. Alors peut-être que Jean, je pourrais te laisser la parole. Donc quelqu'un qui explique que
Elle travaillait avec une personne qui a été interdite de vendre des mélanges d'huiles essentielles. Ce serait intéressant de savoir d'ailleurs si c'est un paysan ou une entreprise, et qui demande s'il y a des références pour faire des mélanges d'huiles essentielles en PNPP. Alors peut-être que Jean, si tu veux dire un mot, enfin il y a des livres en tout cas, je sais, et des personnes qui ont travaillé dessus. Donc, Oui, mais ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est pourquoi on a interdit ces mélanges d'huiles essentielles. Est-ce qu'il y avait des huiles essentielles qui sont interdites à la commercialisation comme ça ou pas? Et puis, ensuite, des références pour faire des mélanges. Il y en a pas beaucoup, mais vous avez, je sais pas, des livres d'Éric Petiot qui en a fait sur l'utilisation des huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, de toute façon, la méthode, la distillation est autorisée pour les PNPP, la SNUP. Alors, et si les plantes sont autorisées, c'est une chose. Si elles ne sont pas autorisées, c'est autre chose. Mais enfin, il faut se dire aussi que dans toutes les PNPP qui sont utilisés, la grande majorité est interdite. Parce que la réglementation est bloquée, qu'on n'en avance pas. Ça fait depuis 2006, ça fait 16 ans, 15 ans, 16 ans qu'on a commencé. Et encore, il reste du temps et ça va prendre du temps pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de totalement acceptable. Alors que interdire, enfin, je veux dire, utiliser une tisane qu'on met sur une salade, hein, ça prend des années, des années, des années. Et pour réautoriser les néonicotinoïdes, eh bien, ceux qui ont voulu en avoir de nouveau, ça leur a pris une semaine ou 15 jours, pas plus, pour l'obtenir. Alors, de suite, ça pose question de ce qui est intéressant ou intéressant pour le gouvernement et ce qui n'est pas intéressant, ni pour le gouvernement, ni pour l'industrie, ni pour le commerce, parce que les paysans, où ils en achètent une partie, mais ce n'est pas grand-chose comme dépense, où ils fabriquent eux-mêmes, et ils sont indépendants en plus. Enfin, ça ne plaît pas beaucoup. On n'est pas dans une situation qui permette le développement de tout ce qui est commun et qu'on peut partager tous, que ce soit les préparations à base de plantes ou tout un tas d'autres choses et de pratiques. C'est la même chose concernant le soin des animaux, c'est pareil. Alors, ça répond peut-être pas tout à fait à la question. Juste, du coup, je vais peut-être vous transmettre une information. Après, je laisserai la parole à Jean-François qui a peut-être un complément à faire sur les huiles essentielles. Juste vous dire que, alors effectivement, c'est complexe parce qu'il y a peu d'espace mutualisé pour échanger. Mais du coup, nous, on a mis en place une liste qui s'appelle PNPP-info à Confédération Paysanne où les personnes intéressées peuvent s'inscrire. Pareil, je pourrais vous renvoyer l'information, mais du coup, qui est peu animée aujourd'hui, mais sur laquelle il y a quand même plus d'une centaine de personnes et qui permet aussi d'y poser des questions. Et sur laquelle vous trouverez pas toutes les réponses, mais il y a quand même un certain nombre d'utilisateurs, d'utilisatrices, de personnes qui font des expérimentations aussi et qui peuvent éventuellement répondre au fil de l'eau de temps en temps. C'est un premier point et du coup je laisse la parole à Jean-François qui, je pense, a levé la main pour dire un mot sur les huiles essentielles et je te rajoute une question, Jean-François, posée par quelqu'un qui est sur les hydrolats. Il y a une question sur est-ce qu'il y a des essais avec les hydrolats. Donc je pense en particulier à Eric, avec qui moi j'ai jamais discuté, mais que vous avez pu échanger récemment et peut-être tu pourrais transmettre des éléments à ce sujet. Alors je vais commencer par la fin, effectivement. Pour Léa, oui, Eric Darley, il est donc sur le Larzac et il commence juste, hein, il travaille beaucoup avec la santé animale, mais il commence à travailler sur des cultures avec des hydrolats. Enfin, pour ma part, ça fait des années que je pense qu'il y a une très très bonne piste avec ça. Après, c'est tout un boulot, il faut recommencer un peu le même process que nous on a fait avec les purins, quoi. Mais bon, il y a certainement quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Alors, pour ce qui est de l'interdiction de l'huile essentielle, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, il y a une personne dans le nord de la France
je n'ai pas la mémoire des noms, mais je me souviens plus, qui a effectivement subi un contrôle, qui a eu des menaces, effectivement. Pour ma part, au nom de l'ASPRO, je l'avais contacté, si c'est cette personne, en lui demandant s'il était d'accord de se battre, parce qu'en fait, personnellement, je suis hors la loi, Pierre-Yves, enfin, on est tous hors la loi quand on utilise, y compris Eric, avec ce qu'il fait. On est hors la loi des lobbies, mais pas hors la loi du bon sens. Et donc, notre combat est juste. Par contre, il faut se battre, quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Donc, on va de menace en menace, mais souvent, l'administration fait marche arrière de peur justement de ce fameux procès ou de cette publicité qui pourrait se faire suite à des attaques concernant nos pratiques. Donc voilà, peut-être si c'est la même personne, ben, en fait c'est à rater. Mais bon, je comprends aussi les problèmes. Bon, c'était le cas d'Éric Petiot, hein. D'ailleurs, la guerre de l'ortie est née chez lui. Et du fait, ben, il a accepté de se battre et on l'a soutenu. Et en fait, je pense que malgré tout, même si ce n'est pas une victoire totale, en tout cas, on peut travailler aujourd'hui. Et on a quand même un rapport de force qui n'est pas négligeable avec la société qui ne veut plus des pesticides, des consommateurs, etc. 15 ans, c'est long, mais enfin bon, je crois qu'on finira jamais. À une époque, on brûlait les sorcières, hein, donc vous voyez, je crois que ce ne sera jamais fini, cette histoire. Mais bon, on est là aujourd'hui, à nous de résister. Voilà. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser la tête et surtout pas croire qu'on va régler l'affaire dans son coin avec l'administration. Non, au contraire, il faut hurler, il faut vraiment le mettre sur la place publique. Et globalement, en tout cas, il n'y a que comme ça qu'on se sauvera. Voilà. Du coup, j'ai a priori pas d'autres questions qui émergent. Ah, si, pardon, effectivement, quelqu'un qui me relance sur les thés de compost. Est-ce que Jean-François, tu saurais dire un mot ou... Ben, pour ma part, je crois souvent des gens qui en font, qui utilisent, le sujet revient souvent sur la table. Je ne suis même pas sûr que ce soit, ça pourrait être considéré comme un jus de purin ou de fumier, donc les fumiers ne sont pas interdits. Je ne sais pas trop comment on pourrait qualifier ça. Donc là-dessus, je suis assez limité pour répondre hein, sur la légalité de tout ça. En tout cas, c'est une piste intéressante comme les autres, quoi, tout à fait. Oui, ça peut être, il faudrait voir un petit peu dans la réglementation des fertilisants. Et il doit y avoir quelque chose, peut-être pas le thé de compost, parce que le thé de compost, qui va vendre un thé de compost, on le fait soi-même, ça. Mais ça doit être prévu, je pense, dans la réglementation un peu plus spécifique. Je pense pas que... Et comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui le font, qui en utilisent, ça veut dire donc qu'ils en sont contents. Mais je peux pas en dire. Oui. Donc un sujet à creuser, de même que les hydrolats, on pourra essayer, dans la mesure du possible, de vous faire passer un témoignage d'Éric, qui est un paysan qui les fabrique et les commercialise à cette fin. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. Après, s'il n'y a plus du tout de questions, on n'est pas obligé de tirer absolument jusqu'à 15h30. Alors, on me demande, c'est quoi du thé de compost? Jean-François. Alors, pour faire court, hein, le thé de compost, c'est du compost. On met du compost dans un bidon en plastique ou quelque chose comme ça, et avec de l'eau, et on remue régulièrement. Et ça fait un thé. En fait, c'est un jus, quoi, tout simplement. Hein. Le thé, souvent, on utilise le mot thé, y compris pour les tisanes. Hein. Donc voilà, ça c'est un mot en général, quoi. Mais en fait, c'est une macération de l'eau. On brasse avec un petit mélangeur, quoi, et puis après on extrait le jus pour pulvériser ou pour mettre comme engrais, quoi, voilà, dans les cultures. Par contre, c'est court, quoi. C'est un jour ou deux, quoi, pas plus. Le thé, c'est pas comme un purin, quoi. Ça dure pas plusieurs jours.
Si tu veux préciser, Pierre-Yves, si toi tu l'utilises ou... Non, moi je l'utilise pas, mais voilà, normalement on met 1 kg de compost dans 10 litres d'eau et on remue ça pendant 24 ou 48 heures et après c'est redilué, enfin on le filtre et après c'est redilué 5 fois, c'est-à-dire qu'avec les 10 litres d'eau on va pouvoir traiter 50 litres et c'est utilisé là en général plus au sol, mais ça peut être aussi en engrais foliaire. Après je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt quoi. Mais en engrais foliaire, il faudra faire attention à la concentration. Non, moi, j'utilise pas. Par contre, moi, j'utilise d'autres. Il y a plein de choses après hein, qui peuvent être utilisées, qui restent dans des choses qui sont ni vraiment réglementées ou pas. Moi, ça m'arrive d'utiliser des D8 dans des préparations biodynamiques. Par exemple, pour la cloque du pêcher, où je vais récupérer des feuilles de cloque que je vais soit faire un thé avec et puis que je vais ensuite diluer 8 fois. Et à la décimale, et puis après le passer le matin 2-3 jours de suite après une attaque de cloque. Ça c'est aussi des choses sur lesquelles au niveau réglementaire on ne sait pas du tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire quoi. Mais il y a plein de choses comme ça, c'est ça qu'il y a un gros travail derrière de toutes ces pratiques qui sont issues du savoir-faire mais qui marchent plutôt bien quoi, en fait. Merci. Je précise qu'il y a quelqu'un qui précise que le thé doit effectivement être utilisé dans les 24 heures après préparation. Oui, je voudrais répondre à Nathalie qui dit « Je crois comprendre que les préparations faites soi-même sont considérées comme autorisées. » Alors, si c'est pour votre consommation personnelle, c'est un jardin familial, vous faites ce que vous voulez. Si on va commercialiser, la réglementation dit, c'est la réglementation, mais elle n'a jamais été appliquée. Hein. La réglementation dit que si on commercialise sa production, des fruits, des légumes, on se doit de la cultiver avec des produits autorisés. Si les produits ne sont pas autorisés, vous êtes dans l'illégalité. Mais personne n'a jamais été poursuivi pour ça. Hein. Voilà. C'est pas parce que vous fabriquez vous-même que c'est autorisé. Mais comme on l'a déjà dit, la plus grande partie des utilisations de préparation naturelle, qui ensuite dont la production est commercialisée, une grande partie sont dans l'illégalité et il n'y a jamais eu de poursuite pour la commercialisation de la production. Peut-être que je précise pour Nathalie, c'est en fait l'autorisation, elle vient de l'autorisation de la substance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la plante est autorisée, toute préparation à base de cette plante est autorisée. Et si la plante n'est pas autorisée, par exemple, aujourd'hui, la fougère ou encore la consoude, dont on espère l'autorisation en 2021 comme plante alimentaire, ne sont pas autorisées. Donc de fait, même si vous faites un purin de consoude ou une macération de fougère ou je ne sais quoi chez vous, que c'est vous qui l'a préparé, à partir du moment où vous commercialisez vos fruits ou légumes, etc., c'est pas autorisé en fait, de fait. Donc c'est une histoire d'autorisation de la substance. Voilà. Pardon, j'avais coupé mon micro. Pour info, je vous ai mis dans le chat les contacts de Jean-François, Jean et moi-même. Si vous avez des questions, moi-même avec une petite erreur, mais vous rectifierez avec mon nom de famille qui est Guichard. Et je vous ai aussi mis l'info sur la liste d'échange PNPP-info@Confédération Paysanne si vous voulez vous y inscrire. Alors, et il y a encore une question qui arrive du coup. Donc quelqu'un qui a rejoint la réunion en cours. Alors peut-être Jean-François qui a une vue un petit peu sur les diverses expérimentations. Avez-vous fait des pulvérisations sur blé pour les diverses maladies, j'imagine, du blé? Si tu sais un petit peu. Oui, enfin, moi je travaille pas mal en grande culture sur la région parisienne et la Normandie. Effectivement, on travaille sur des céréales triticales, etc.
Après, directement en curatif, on peut, hein, c'est sûr, en mélangeant de la prêle, de la consoude en jus pur, de la bardane par exemple et de la sauge. Mais on est souvent en accompagnement de culture, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous y étiez arrivé. Et donc les céréaliers commencent très tôt, voire à l'automne, quand ils sèment, et puis après ou au printemps, et pour fortifier la plante justement qu'elle soit moins fragile. Voilà, l'idée c'est pas d'attendre la maladie, c'est surtout de la renforcer pour qu'elle puisse se défendre mieux, quoi. Donc effectivement, ça se fait, oui. Comme on l'a vu dans la vidéo d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaîtraient? Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être donner la parole aux 3 intervenants pour leur permettre de faire un mot de conclusion s'ils le souhaitent. Il y a cette même personne qui posait la question pour les pulvérisations sur blé, si c'était possible d'obtenir des dosages. C'est pas Jean-François. Le mieux, c'est de me contacter parce que là, ça devient un peu technique. Et il faut vraiment développer par rapport à la plante, par rapport au stade, par rapport à ce qu'on les fait rechercher. Et sachant qu'on a rarement comment dire, et là j'ai un gros problème avec beaucoup de paysans, c'est qu'on n'est pas sur du standard. Il ne faut pas oublier que chaque culture dépend d'un climat, d'une exposition, etc. L'exemple de ma ferme en Dordogne, j'ai une partie qui est dans les fonds, il y a de l'eau, il y a des étangs, et puis la partie haute, il y a quand même 35 à 40 mètres d'écart, et qui est ventilée pas mal, et du coup, on n'a pas du tout les mêmes cultures. Donc là, j'aime pas faire du standard, alors que ça correspond à rien. Donc si vous voulez, vous me recontactez, on en reparle. Ok. La personne transmet son numéro de téléphone que je te transmettrai, Jean-François. Jean, tu veux dire quelque chose? Oui, simplement, c'est un peu la suite de ce que vient de dire Jean-François. Si on veut cultiver et en se passant des pesticides, parce que les pesticides, c'est une béquille pour maintenir un peu vivant encore une agriculture qui ne respecte ni le sol ni rien, avec des produits chimiques. Donc, si on veut se passer de ça, il faut mettre de la biodiversité. De la biodiversité dans le sol, dans les cultures, dans le voisinage, et un peu partout. Et alors, ça, on le fait avec des préparations naturelles aussi, pour la vie du sol, etc. Et tout. Donc, c'est cette notion de biodiversité, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué d'avoir une diversité dans les parcelles, et puis de faire en sorte que tous les insectes qui peuvent aider à la protection, bon, on connaît bien les coccinelles, mais il y en a beaucoup d'autres, et cela, il faut qu'ils puissent avoir de quoi vivre à côté des parcelles, ou même dans les parcelles cultivées. Et c'est tout ça, donc c'est une agriculture qui est beaucoup plus intéressante, plus vivante, plus compliquée. Mais bon, on produit de l'alimentation, c'est pour que les humains puissent vivre, et faire une alimentation en faisant vivre la biodiversité autour, c'est quand même quelque chose d'assez encourageant. Voilà, et on peut souhaiter que ça se développe beaucoup. Et que ceux qui ne sont que des consommateurs simplement, avec qui ils en prennent conscience, il y en a beaucoup qui sont ici, et qui nous soutiennent dans ce combat, de façon à supprimer l'utilisation des pesticides, et produire autrement, et vivre autrement. Et merci pour votre attention. Du coup, comme on arrive sur la fin, peut-être Pierre-Yves, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur soit tes pratiques, le sujet PNPP, etc. Sur mes pratiques, moi, ce que je veux dire, c'est que ça marche. Parce que moi, je suis dans une région, par exemple, je fais du raisin de table dans une commune où il y a pas mal autour de moi de raisins de cuve. Alors, c'est pas les mêmes variétés. Bon, les parcelles se touchent pas, mais enfin, on est quand même dans un territoire assez proche. Ben, moi, j'ai vu certaines années, je parlais tout à l'heure de 2018, mais aussi en 2008, des copains en conventionnel qui prenaient le mildiou, et puis d'autres années aussi l'oïdium, alors que moi, je n'étais pas plus impacté, voire des fois moins. Donc ça marche vraiment, c'est pas juste
c'est pas un fantasme, c'est vraiment possible. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit plus compliqué, comme dit Jean. Moi, je pense que c'est aussi, une fois qu'on est dedans, moi, je trouve que c'est compliqué d'utiliser des trucs chimiques. Enfin, j'en ai jamais utilisé, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de comprendre la plante, de comment elle vit, plutôt que de suivre des espèces de schémas auxquels on comprend rien. Et puis après, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut le revendiquer, ces utilisations. Moi, dès que je peux, quand j'en ai l'occasion, je travaille pas mal dans des magasins locaux, je leur dis voilà, moi j'utilise des préparations naturelles, certaines d'entre elles sont interdites. Donc pour que les gens soient au courant de ça, que ce qui a été dit tout à l'heure, le glyphosate qu'on peut pas boire est autorisé, alors que certaines préparations qu'on pourrait, comme la valériane par exemple, qu'on peut boire en tisane, on n'a pas le droit de la pulvériser sur nos cultures. Donc je pense que voilà, il faut le revendiquer fort pour qu'un jour les choses changent et que ça devienne monnaie courante d'utiliser ces préparations. Merci Pierre-Yves. Jean-François, tu veux dire un dernier mot? Oui, juste dire que on n'aura rien sans rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut surtout en parler autour de nous, et puis surtout pas l'enterrer si quelques-uns d'entre vous sont autour de la réunion, là, de bien vous dire que soit à travers le lien qu'a donné Suzy, la conf ou d'Aspro, mais au moins de ne pas lâcher, et puis il y a quelque chose qui me gêne souvent, c'est qu'on me dit on est avec vous, on vous soutient. Non, on n'a pas besoin de soutien. On se soutient tous soi-même. Hein, donc il faut que c'est un phénomène de société. C'est le même problème qui régit les semences paysannes, entre autres, et même les semences des jardins. C'est le même problème avec les plantes médicinales qu'on veut nous interdire, etc. Donc là-dessus, je pense que c'est un problème de société. Et en ce moment, je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne crois pas à bien constater qu'on est en train de perdre beaucoup de choses et on n'aura rien gratuitement, donc il faut vraiment résister, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et merci pour votre présence. Merci Jean-François. Jean, tu veux redire un mot? C'est bon? On t'entend pas, Jean, t'as pas remis ton micro. Tu n'as pas remis ton micro. Est-ce qu'on termine avec une vidéo? On peut, si vous voulez. Voilà, c'est une façon sympa de dire au revoir. Ok, du coup, je vous mets une des vidéos, si vous voulez. Je vous remets dans la barre de chat tous les contacts, parce que je vois que c'est redemandé. Je pourrais aussi vous envoyer un mail récapitulatif avec aussi bien la présentation que les divers outils, et puis les infos synthétisées, notamment les listes de plantes, enfin la liste de plantes pour l'instant. Et puis vous aurez les informations pour recontacter les personnes que vous souhaitez. Et en attendant, pour ceux qui le souhaitent, je relance une vidéo. Alors cette fois-ci, est-ce que en maraîchage, ça vous va? Maraîchage ou une réunion comme... Eh j'ai lancé maraîchage. Voilà. Tac, alors si j'y arrive, parce que... Hop là, et je partage. Hop là. Allez, c'est parti normalement. Je suis installée depuis 2006 dans le Vexin, en maraîchage, sur 2,6 hectares de culture, avec 2000 m² d'abri froid. Et donc je livre tous mes légumes en AMAP, donc j'essaye de faire un maximum de variétés pour que les amapiens goûtent un maximum de goût et de saveur.
J'ai commencé à utiliser des préparations parce que en bio, quand on a des problèmes, on est foutu. Et en fait, tout se joue sur le préventif. J'essaye au maximum d'être autonome sur tout ce que je fais. J'ai des orties qui poussent dans mon jardin, beaucoup de prêles. Et j'ai de l'ail, de la ciboulette, donc j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai. Pour moi, la culture de tomates est assez importante et du coup, j'utilise systématiquement, une fois par semaine, des macérations d'ortie et de prêles pour les booster un petit peu, pour les rendre bien fortes. Donc pour la macération d'ortie, c'est très simple. Au printemps, je cueille des orties en proportion de 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau. Après, je les hache avec ça en petits morceaux. Je les mets dans un filet à patates et ensuite je les mets dans de l'eau de pluie. Et tous les jours, je remue, je brasse. J'en ai un qui est prêt, qu'il faut que je filtre. Je le vois parce que quand je l'ai mélangé hier, j'ai vu que ça faisait plus de remontée de mousse. Et puis, en sentant, on sent que l'odeur est bonne. Ça sent vraiment l'étable. Je filtre en plusieurs fois. Donc là, avec le P17, vraiment, ça filtre très très bien. Et je mets en bidon. Voilà. Et ensuite, pour l'utiliser, je la dilue à 20%. Et pour la prêle, je cueille la prêle, je la fais sécher ou je l'utilise fraîche. Et je la fais bouillir dans de l'eau. Et je laisse refroidir et pareil, je dilue. Et je peux mélanger la macération d'ortie avec la tisane de prêle. Mais une fois que c'est préparé, je la mélange au moment de l'utiliser. Et voilà, c'est parti. Ce qui est important, c'est de bien marquer ce qu'il y a dans le bidon et la date. Je ne vais pas faire dégouliner, enfin je fais un petit nuage. Ce qui concerne l'ail, j'ai un problème de tétranique tisserand sur les aubergines haricots rames en serre et du coup j'utilise un bouillon de ail ciboulette que je mets en préventif avant les grosses chaleurs. Donc quand les plantes sont un petit peu jeunes, je le passe une fois par jour pendant 8 jours. Je hache 100 g d'ail avec 50 g de ciboulette. Je monte à ébullition, je laisse macérer la nuit et ensuite je filtre et je l'utilise, par contre, je l'utilise pur. L'utilisation de ces préparations, ça m'a apporté le fait de me rassurer, d'être plus rigoureuse avec moi-même et de faire au moins ce que je peux pour que tout se passe bien. Voilà pour cette dernière vidéo. Eh bien, écoutez, vous avez, comme le disait Jean, la possibilité d'en visualiser d'autres, notamment une qui s'est tenue sur une rencontre d'échange à Narbonne, et du coup qui vous permettra de voir aussi ce qu'on peut faire en physique sur des fermes. Voilà, je vous remets très rapidement, avant que vous partiez, les contacts, parce qu'ils ont été redemandés dans la barre, que je les retrouve. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Évidemment, encore un grand merci à AgroBio35, la FRAP Bretagne et la FNAB pour l'organisation de ce cycle de webinaires et de la place qui a été faite aux soins aux plantes par les plantes. Et puis, en espérant du coup qu'on vous retrouvera peut-être dans d'autres événements sur le sujet. Voilà. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.